6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Vous nous parlez du CAC 40 ce matin. Oui, car on arrive à la toute fin de la saison des résultats. La plupart des grandes entreprises cotées en bourse ont publié leurs chiffres pour 2023 et ils sont excellents si l'on en croit l'euphorie du CAC 40 qui a manqué de peu il y a quelques jours le record de 8000 points. Pourtant, dans le même temps, une sinistrose rampante gagne la France, croissance en baisse, chômage en hausse. On commence à rogner dans les dépenses publiques. Alors comment interpréter ces performances boursières? Peuvent-elles bénéficier à l'économie nationale ou en sont-elles complètement décorrélées? Pascal Quiri va nous répondre. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de finance à HEC Paris, co-auteur du Vernimène, le plus célèbre des manuels de gestion qui en est déjà à sa 22e édition, c'est chez Dalloz. Avec plus de 144 milliards de bénéfices nets pour les entreprises du CAC 40, 2023 est-elle bien une année record de votre point de vue ? Oui, c'est pour une année record à ce stade-ci. Record par les résultats, mais aussi record par le montant des investissements. On n'a pas encore les chiffres pour 2023, mais sur 2022, on était déjà à 20% de plus par rapport à 2019. Avant la parenthèse Covid, et record aussi pour le nombre d'emplois du CAC 40, même si la majorité des emplois du CAC 40, comme du chiffre d'affaires du CAC 40, est réalisé hors de France. Ce qui explique peut-être pourquoi ces performances sont si bonnes alors que la croissance française est très faible. Oui, vous avez raison. On estime qu'environ 80% du chiffre d'affaires du CAC 40 est fait hors de France. Par exemple, pour Schneider Electric, vous avez un taux qui atteint 94%. Et hors de France, l'an dernier, la croissance a été de 3,1% versus 0,9% en France. Donc le prisme français ne doit pas nous faire oublier que quand on est membre du CAC 40, nécessairement, l'essentiel de l'activité et des profits sont réalisés hors de France. Si je vous suis bien, donc le CAC 40 mesure surtout finalement la capacité des grandes entreprises françaises à capter de la croissance mondiale. La question suivante est donc, en font-elles profiter l'économie nationale? Quel attelage, quel pont crée-t-elle entre le dynamisme mondial et le tissu économique français? Si on regarde du côté de l'emploi, Pascal Quiri. Oui, alors en France, sur les sociétés du CAC 40, ont gardé la plupart d'entre elles leurs sièges sociaux et leurs centres de recherche. Mais comme la France ne fait qu'1% du PIB mondial, et qu'on a des sociétés qui sont très internationales, on ne peut pas avoir 100% des emplois naturellement basés en France. Mais ce sont des emplois à forte valeur ajoutée et vous demandez en quoi l'économie française en bénéficie. Elle en bénéficie à plusieurs titres. D'abord parce que les profits réalisés à l'étranger sont rapatriés en France sous forme de dividendes, taxés par l'État au titre de remontée de dividendes venant de l'étranger. Ensuite, l'intéressement et la participation des salariés du CAC 40 français bénéficient des résultats réalisés hors de France. Vous dites le rapatriement des bénéfices se fait via les dividendes. Pourtant, les actionnaires ne sont pas majoritairement, enfin, en tout cas pas exclusivement français, loin de là, dans les entreprises du CAC 40. Oui, vous avez raison, mais je parlais des profits réalisés par les CAC 40, les filiales du CAC 40, hors de France. Ces profits-là, faits par un L'Oréal en Allemagne ou par Danone en Inde, sont rapatriés en France et ensuite, pour partie, reversés aux actionnaires de ces sociétés-là elles-mêmes. La contribution fiscale de ces entreprises peut être examinée aussi. Alors l'imposition des entreprises du CAC 40, c'est un sujet qui a été longtemps très sensible. Quel est leur taux d'imposition réel par rapport au taux normal d'impôt sur les sociétés qui est de 25%? Alors, il est de 25% en France, par exemple, mais j'attire votre attention sur le fait qu'aux États-Unis, il est de 21%. En Suède, il est de 20,6%, si vous voulez. Donc la normalité, c'est encore vu à notre fenêtre. Bon, mais de nos jours, globalement, lorsqu'on regarde au niveau consolidé, même s'il y a des disparités entre les sociétés du CAC 40, on a quand même une convergence avec un taux qui tourne autour de 24-25% de taux d'imposition global des groupes du CAC 40. Donc, on est loin d'une situation où il y a quelques années, on pouvait avoir des optimisations fiscales agressives. Je crois que cette époque-là est révolue, d'autant que vous savez qu'il y a des projets très avancés au stade de l'OCDE d'imposer un taux d'imposition minimum de 15%, qui va pas beaucoup toucher les multinationales françaises, mais beaucoup plus les groupes américains du GAFAM, par exemple. Vous l'avez dit, Pascal Quiri, les bonnes performances du CAC 40 témoignent de la capacité de ces entreprises à être rentables. Une très grande part est réinvestie d'ailleurs dans l'entreprise, jusqu'à 44% même pour Total cette année, selon les annonces du groupe. Et on décide aussi de la rémunération des actionnaires.
Là encore, en termes de dividendes, c'est une année très bonne, Pascal Quéry? Oui, c'est une année très bonne, mais parce que les résultats sont très bons aussi. Et que ces sociétés-là, vous savez, le CAC 40, c'est quand même, si vous considérez la capacité des Français à jouer au football en regardant uniquement les résultats du 11, de nos bleus. Bon, vous prenez les 40 meilleurs, dès qu'il y en a un qui est un peu moins performant, vous le faites sortir et vous le faites remplacer par un autre, comme cette année où Worldline est sorti au profit d'Edenred. Donc, il ne faut pas s'étonner que de très bons résultats entraînent des niveaux de dividendes élevés, et ces dividendes élevés vont être perçus par les actionnaires et non pas nécessairement dépensés en caviar ou en cigares, mais l'essentiel des actionnaires sont des fonds d'investissement, vont être réinvestis dans d'autres sociétés qui peuvent avoir des besoins de développement du fait de leur activité parce qu'elles sont sur des créneaux plus porteurs ou plus récents. Par exemple, Neoen a l'an dernier fait une augmentation de capital de 700 millions d'euros. Une partie de cet argent levé, 700 millions, vient de dividendes d'autres entreprises qui avaient moins besoin de ces fonds compte tenu de leur taille et d'un niveau de maturité plus fort de leurs activités. Aux dividendes s'ajoute une pratique qui est en hausse actuellement, celle du rachat d'actions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure c'est une nouvelle rémunération des actionnaires? Alors, ce n'est pas une rémunération des actionnaires, c'est simplement le fait que la société considère qu'elle a suffisamment de capitaux propres et suffisamment peu de dettes à son bilan pour se permettre de restituer aux investisseurs des capitaux propres qu'elle a créés par ses résultats qui sont devenus excédentaires. Un petit peu, mutatis mutandis, comme une famille, les grands-parents qui peuvent faire une donation à leurs petits-enfants, estimant qu'ils ont suffisamment d'argent pour vivre et que par contre la jeune génération qui arrive dans la vie active a besoin d'être aidée. Et donc le rachat d'actions est une façon de faire circuler l'argent, d'affecter vers de nouveaux secteurs des capitaux propres qui ne sont plus utiles à l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'entreprise décide de racheter des actions à des investisseurs. À des investisseurs. Et ensuite, elle les annule. Ensuite, elle les annule. Exactement. Ensuite, elle les annule. Ces investisseurs ont reçu du cash et avec ce cash, ils vont financer de nouveaux projets. Merci beaucoup, Pascal Quéry, professeur de finance à HEC. Merci.